sommes en 1950. Chassé du château, Roger Laumois s'est réfugié dans les environs de Gisors. Mais la chapelle au trésor hante son esprit. Quelquefois, entre deux petits boulots, il revient en douce pour creuser. Son puits a été comblé, qu'importe, c'est maintenant par des galeries obliques qu'il essaie de retrouver la crypte. Et puis, voilà qu'une idée folle germe dans sa tête. Il va écrire au général de Gaulle, lui saura l'écouter, lui pourra l'aider. Sa lettre arrive au cabinet d'André Malraux, et c'est André Astou, proche collaborateur du général, qui découvre l'étrange message. Alors cette lettre est très curieuse, cette lettre, je l'ai là sous les yeux. Elle dit ceci, qu'il avait été, Monsieur Laumois, au service de la ville de Gisors comme gardien et jardinier, dans les jardins du vieux château, de 1929 à 1946. Ça remonte loin déjà. Alors, il expliquait qu'il se trouvait dans le jardin en train de vaquer à ses occupations lorsqu'un touriste l'avait interpellé et lui avait demandé de visiter le château. Nous sommes montés au donjon, écrivait-il dans cette lettre, et quand tout à coup, le touriste se mit à sortir une petite boule d'une trousse qui était en fait un pendule. Le touriste prit un témoin dans sa main gauche et se mit à chercher. Quand la séance fut terminée, il me dit, le touriste, « Vous avez dans ce sous-sol des constructions souterraines. » Et il me trouva un endroit où je pourrais entreprendre des fouilles. Alors, il est très précis dans cette lettre. Il dit ceci, « Je fis une fosse de 21 mètres de profondeur, une galerie de 12 mètres, donc une galerie horizontale, et encore un trou de 7 mètres de profondeur, qui me fit découvrir une imposante construction souterraine dont voici les détails. Alors, une chapelle de 30 mètres de longueur sur 9 mètres en largeur, en plein cintre, c'est-à-dire en style roman XIe siècle, en pierre de Louveciennes. Dans l'intérieur de cette chapelle, un autel en bonne conservation, 19 sarcophages de 1,90 m de long sur 0,60 m de large, en pierre sculptée avec inscription, 12 statues représentant les 12 apôtres grandeur nature et 30 coffres en métal précieux de 2,50 m de long, 1,60 m de large, 1,80 m de haut. Vous vous rendez compte s'il était précis. Dès que la découverte fut faite, j'ai remis la terre dans le trou et seule Madame, je crois que c'est O'Ogi, je vous laisse la lettre de toute façon, oui. Maire de Villers-sur-Trie, je pense que c'est Trie, puisque lui-même habitait à Trie le château, donc il doit y avoir un village qui s'appelle Villers-sur-Trie, oui, ça me dit quelque chose. A été mise au courant, et il précisait d'ailleurs dans cette lettre au général de Gaulle, qui pourra, cette dame, vous donner des détails au sujet de l'arrêt brusque des travaux. Alors donc, j'ai eu cette lettre entre les mains, je me suis demandé si elle n'émanait pas d'un fou. J'en ai parlé avec André Malraux et nous sommes arrivés à la conclusion suivante en disant, bien sûr, ça paraît curieux que tout ceci soit vrai, mais si ça l'était, ce serait dommage de ne pas quand même s'en assurer. Il ne sert à rien de nier les choses comme ça sous prétexte qu'elles ont l'air un peu extraordinaires. Et donc, j'ai pris contact moi-même avec M. Laumois. Pourquoi Roger Laumois s'adressa-t-il à Charles de Gaulle ? Il est vrai qu'à cette époque, le général bénéficiait d'une aura particulière.
Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, en 1950, le général de Gaulle n'était pas au pouvoir, n'est-ce pas? Il était parti du pouvoir en 1946 et il n'allait y revenir qu'en 1958. En 1950, le général de Gaulle, qui avait créé à cette époque-là un grand mouvement national qui s'appelait le Rassemblement du peuple français, le général de Gaulle ne pouvait pas faciliter la tâche de M. Lemoyne, puisqu'il n'avait pas de pouvoir, il n'avait pas le moyen de mobiliser des travaux publics. Mais M. Lemoyne avait formulé le vœu de remettre au général de Gaulle le montant de ce trésor, de remettre cette invention, le bénéfice susceptible d'être tiré de cette invention. Encore tout ça, c'était très naïf, parce que je ne sais pas d'ailleurs si dans ce domaine historique, je ne sais pas du tout si les inventeurs sont en partie propriétaires de ce qu'ils découvrent. Je ne le sais pas, ça. Il y a une chose qui m'a beaucoup étonné quand je l'ai rencontré, quand il est venu me voir à Compiègne, c'est qu'il n'était pas dans ses moyens de m'apporter une preuve tangible. Je lui disais, mais pourquoi n'avez-vous pas soulevé un coffre, pris une vieille arme, s'il s'en trouvait à l'intérieur, ou peut-être un collier de pierre, ou je ne sais quoi, quelque chose qui puisse effectivement être un témoin. Constituer une preuve. Constituer une preuve de ce que vous avez bien découvert quelque chose. Alors là, il m'a répondu en me disant, ah moi non, moi j'ai vu ces coffres, je me suis bien gardé d'y toucher, je n'aurais pas voulu être soupçonné de vol ou de... Bien, alors je n'ai jamais eu de preuves, c'est bien que ça même, ça me paraissait bizarre. Alors, je suis resté en contact avec lui continuait toujours à creuser. Et puis, disons que le temps a passé, nos relations sont interrompues. J'ai pris, à un moment donné, quand même, cette histoire comme étant le résultat d'une sorte d'obsession, d'un rêve. Mais vous avez été le seul, finalement, en contact avec Roger Lemoyne. Monsieur Malraux et le général de Gaulle ne l'ont jamais rencontré. Non, je suis le seul, effectivement. Non, j'ai rendu compte. Le général de Gaulle n'a même jamais eu connaissance de tout ça. Vous savez, la lettre est arrivée à son secrétariat, à son cabinet. J'ai regardé ça avec André Malraux, puisque tout de même, André Malraux était, en plus de ses fonctions auprès du général de Gaulle en cette époque, il était responsable de toute la partie de propagande de ce mouvement national. Mais en dehors de ça, André Malraux était un archéologue, un homme qui avait des connaissances extrêmement vastes sur tous ces sujets historiques. Et donc, en la circonstance, je l'ai davantage contacté en tant que scientifique qu'en tant qu'écrivain, hein. Donc, lui, je l'ai contacté, mais il n'a jamais rencontré Lemoyne. Non, je suis le seul de toute cette époque, dans le milieu où je me trouvais, à l'avoir rencontré personnellement. Monsieur Malraux n'était pas intéressé par cette histoire ? Oui, il était intéressé par ce que je lui en disais. Au début, il a convenu avec moi qu'il était trop facile de dire que c'était un fou. Il fallait quand même aller au fond des choses. Et après, je l'ai entretenu et il a partagé mon sentiment que il ne s'agit pas de folie. Le mot de folie n'est pas un mot qui est approprié. Disons que nous l'avons considéré comme étant un mythomane. Qu'est-ce qu'il faut croire? Qui faut-il croire? Qui faut-il ne pas croire? Je veux dire, il y a des fois des choses extraordinaires qui se passent et il y a des gens très certifiés qui n'y croient pas et puis en réalité, ça existe quand même, hein. Pour l'instant, il me semble que ça a été de la même mythomane, que c'était un rêve, mais je ne mettrai pas ma tête à couper.